Nous allons maintenant débuter les auditions. Je souhaite maintenant la bienvenue aux scientifiques en chef du Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à commencer votre exposé, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. On vous remercie de nous recevoir ce matin, mes collègues et moi, les trois directrices scientifiques, Carole Jabet du Fonds Santé, Louise Poisson du Fonds Société et Culture et Janice Bailey du Fonds Nature et Technologie, et aussi, derrière moi, la directrice générale, Karine Assal. Très heureux d'être avec vous. Nous accueillons favorablement le projet de loi 44 qui prévoit une consolidation de nos activités et budgets en misant sur des acquis essentiels. 3 directions scientifiques sectorielles bien définies, des actions sectorielles dont le poids et les spécificités sont préservés et un personnel des fonds compétent et dédié. Tout au long des 6 dernières décennies, les fonds ont joué un rôle de premier plan dans la structuration de la recherche en enseignement supérieur, que ce soit au niveau collégial ou au niveau d'université. Aussi, bien sûr, le soutien à la recherche libre est fondamental, le développement de la relève et le positionnement du Québec sur l'échiquier de la science au Canada et à l'international. Sous mon impulsion, la mise en place dans les dernières années de programmes pour stimuler l'audace en recherche, la science ouverte, les maillages intersectoriels, la participation citoyenne, la science en français, le dialogue sciences et sociétés font du Québec scientifique un acteur d'avant-garde. D'entrée de jeu, le projet de loi 44 promeut la liberté académique et la communauté scientifique aura, comme toujours et sans compromis, la liberté de soumettre des demandes de subvention selon ses intérêts de recherche. La liberté académique, nous y souscrivons sans réserve, étant été moi-même président du comité sur l'Université du futur qui a proposé une loi ou un règlement sur cette question. Une loi a d'ailleurs été promulguée par le gouvernement par la suite. Rappelons-le, la recherche libre et fondamentale représente 80% de nos octrois. Il s'agit là, et je le dis avec force, d'un soutien indéfectible des fonds de recherche du Québec. Cette recherche est portée par la volonté de notre communauté scientifique à nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons par l'avancement des connaissances et la découverte. 2 exemples démontrant l'importance de la recherche fondamentale. Les mathématiques, des fois on pense que c'est un peu difficile les mathématiques, on s'ennuie un peu de tout ça quand on est à l'école. Les mathématiques, ça conduit au développement des nouveaux algorithmes et à l'intelligence artificielle. Et le Québec est un leader mondial dans ce secteur. Ça a été mentionné, Moderna, l'ARN, 25 ans, 30 ans de recherche fondamentale sur l'ARN qui ont permis de développer très rapidement des vaccins contre la COVID. Donc, très, très, très important de soutenir la recherche libre et fondamentale dans tous les domaines du savoir, car on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, quels défis émergeront à court ou à long terme. Une anecdote, une rencontre avec un ancien premier ministre lors de l'attaque ici à Québec. Et là, il m'avait demandé, on était pour discuter d'une stratégie maritime. Et à la fin de la rencontre, il me pose la question, est-ce qu'on a des experts, Rémi, sur les religions au Québec? C'est bien sûr qu'on en a. Donc là, ils peuvent être utiles et essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé dans notre société. Donc vraiment, tous les secteurs, tous les domaines sont très importants. Par ailleurs, alors que plusieurs opposent la recherche libre et fondamentale et la recherche appliquée ou dirigée, je crois plus important et nécessaire de positionner l'apport de la recherche face aux grands défis de société tels que les changements climatiques, le vieillissement de la population et les technologies de rupture. Depuis 2011, année où les fonds ont été regroupés et le poste de scientifique en chef a été créé, les fonds ont développé des initiatives interordres pour favoriser la recherche intersectorielle, c'est-à-dire le maillage entre chercheurs de plusieurs secteurs qui travaillent sur un même projet. Cette approche n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour mieux relever les grands défis de société. Leur complexité nécessite en effet des maillages intersectoriels pour mieux comprendre et mieux intervenir ou innover. Ici,
les sciences sociales, les sciences humaines ont un rôle particulièrement important. J'ai parlé d'intelligence artificielle. Si le commun des mortels n'en veut pas, on perd un peu notre temps. Donc, d'insérer tous les secteurs, toutes les disciplines, dès le début d'une programmation de recherche très important, le projet de loi 44 renforce ce message, notamment pour les étudiants. Et ça a déjà été mentionné par le ministre. Parlant de la relève, environ 40 du budget des fonds lui sont consacrés. La relève a toujours été mise en premier plan de mes priorités et de celles des fonds. Elle doit le demeurer. Si on veut encourager les jeunes à poursuivre leurs études au cégep, à la maîtrise, au doctorat, voire au post-doctorat, à attirer les meilleurs talents d'ici et d'ailleurs pour la recherche, mais aussi pour la qualité de la main-d'œuvre. On doit augmenter, valoriser davantage nos bourses d'excellence. Le gouvernement, l'an dernier, a investi une somme additionnelle de 50 millions de dollars sur 5 ans pour augmenter le nombre de bourses et bonifier la valeur des bourses au doctorat et à la maîtrise. On continue à travailler en ce sens. C'est un premier pas. Il faut aller plus loin. Par ailleurs, le projet de loi accroîtra la représentation étudiante au sein des conseils d'administration du nouveau fonds avec la nomination de 3 membres étudiants. Sur le plan administratif, le projet de loi 44 répond à la nécessité d'arrimer les 3 fonds à la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Le passage de 3 à un seul conseil d'administration facilitera l'adaptation aux exigences de la loi et allégera les opérations administratives et de gouvernance. À l'inverse, sans le projet de loi 44, la loi sur la gouvernance s'appliquera de toute façon et viendra manifestement alourdir la structure des fonds, voire compromettre les synergies développées depuis 2011. Le projet de loi 44 indique aussi, je cite, que le scientifique en chef conseille le ministre en matière de développement de la recherche et de la science et la diplomatie scientifique sur les plans local, régional, national et international. Conseille également les autres membres du conseil exécutif sur toute question scientifique. Ça réaffirme donc mon rôle de conseiller auprès du gouvernement du Québec. C'est un travail que je fais depuis une douzaine d'années et là maintenant, ça permet de le mettre sur papier. Le projet de loi 44 prévoit, comme c'est le cas dans la loi actuelle, la nomination de 3 directeurs ou 3 directrices scientifiques qui sont avec moi aujourd'hui. Il s'agit là d'un des acquis les plus importants du projet de loi qu'on avait, de la loi qu'on a depuis 2011 et aussi du projet de loi 44 qui confirme les rôles des directions scientifiques. Les directions scientifiques sont responsables de la vision, des orientations et du développement dans leurs secteurs respectifs. Donc, on veut ici aussi, pour les aider, nommer des comités conseils scientifiques qui vont être nommés par elles, par les directions scientifiques, pour s'adjoindre 12 à 15 experts autour des tables, des gens qui sont vraiment impliqués au jour le jour dans la recherche. Donc, très important de créer ces nouveaux conseils scientifiques qui vont aider les directions scientifiques, le scientifique en chef et notre conseil d'administration pour développer les futures programmations de recherche. En conclusion, quelques recommandations. Inscrire dans le projet de loi 44 le maintien des acquis des fonds de recherche, incluant les budgets sectoriels et intersectoriels, leur bonification ainsi que la valeur des bourses d'excellence. Inscrire dans le projet de loi la mise en place de 3 comités scientifiques conseils, un pour chaque secteur du fonds, qui seront présidés par les directions scientifiques. Le projet de loi 44 devrait aussi préciser davantage les processus de nomination du scientifique en chef, des directions scientifiques et des membres du conseil d'administration. Devrait aussi s'assurer que les titulaires de ces postes proviennent du milieu académique. En intégrant ces points, le projet de loi 44 renforcera le rôle du nouveau fonds pour le plus grand bénéfice du développement de la recherche au Québec. Et en terminant, je dirais qu'on a besoin de davantage de dialogue avec la société civile, avec nos concitoyens, concitoyennes, et ça devrait se passer davantage en français. Ça tombe bien aujourd'hui, c'est la journée internationale de la francophonie. Merci. Je vous remercie pour votre exposé. Nous allons maintenant commencer la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous pour une durée de 16 minutes 30. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Quirion, dernièrement, certaines voix se sont élevées parmi les chercheurs pour dénoncer la création du FRQ et surtout son rapatriement législatif vers le ministère de l'Économie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et dire aux représentants de ces milieux, les chercheurs,
aux citoyens en général, pour les rassurer quant aux bienfaits du projet de loi 44 et surtout à comment ça touche ou touche pas l'accès à la liberté académique et fondamentale et ainsi son impact sur les différents secteurs. Peut-être que je commencerai en parlant du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce qu'on voit un peu ces jours-ci, ce qu'on entend, ce qu'on lit, c'est qu'il semblerait que toute la recherche serait transférée au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment ce qui est déjà là depuis que je suis en poste, depuis une douzaine d'années maintenant. C'est vraiment au niveau du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ça a été là depuis le début. Tous les décrets, quand je passe en études de crédit, les collègues autour de la table m'ont déjà vu, c'est toujours avec économie et innovation. Il y a eu une exception sous le gouvernement du Parti québécois, où là, on était en l'enseignement supérieur. Mais ça n'a pas été jojo, là, parce que ça veut dire que nos budgets ont été diminués à ce moment-là. Si je reviens au ministère de l'Enseignement supérieur, ils font déjà énormément d'investissements en recherche et ça va continuer. Hein, là, par exemple, l'appui au CCTT, l'appui à la recherche au niveau collégial, c'est 30-35 millions de dollars par année qui est au ministère de l'Enseignement supérieur. Ça reste là. L'appui aux universités, une part des salaires des universitaires, des infrastructures de recherche, des professionnels de recherche, c'est des centaines de millions de dollars par année et c'est au ministère de l'Enseignement supérieur, ça va rester là. Donc, on veut vraiment avoir davantage de liens avec le MES et on en a déjà beaucoup avec la ministre en titre, avec son cabinet, avec les fonctionnaires. Donc, on veut que ça continue, mais je pense qu'on ne devrait pas s'inquiéter que toute la recherche va maintenant au MEIA. Du côté du MEIA, comme je disais... Je voudrais juste... Oui? Je pense que c'est important, puis je veux juste... Si j'ai bien compris, le seul moment dans les 12 dernières années où ce que vous avez eu une coupure ou une réduction de budget, c'est en fait quand c'était au ministère de l'Enseignement supérieur et non pas dans le cas qui était au MEIA. On a eu une coupure. On est arrivé entre... en bon franglais, un mauvais timing, je dirais, là. Mais on était à la fin de la première stratégie québécoise de recherche et d'innovation sous le gouvernement du Parti libéral. Le Parti québécois est élu. Et là, on était entre deux stratégies, parce qu'on a un trou de financement de quelques millions de dollars à ce moment-là. Le gouvernement, à ce moment-là, essayait de développer une nouvelle stratégie qu'on appelait à ce moment-là une politique. Quand le gouvernement libéral est revenu, là, on a recommencé à travailler sur la stratégie québécoise de recherche et innovation pour combler le trou, là. Donc, il y avait eu un manque à gagner parce qu'on tombait un peu entre deux stratégies, si on veut. Intéressant. Et merci. au niveau de ce qu'on fait, nous, au Fonds de recherche, je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans mon intervention, la liberté académique, la recherche libre et fondamentale, c'était essentiel pour nous. Je pense que tous les collègues, les trois directrices scientifiques ici avec moi, on a fait notre carrière en recherche libre, en recherche fondamentale, et on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Et on sait que c'est de là que viennent les innovations de demain, que ce soit des innovations plus technologiques ou des innovations sociales. Donc, liberté académique, et comme j'ai mentionné, j'ai présidé le rapport sur l'Université du futur, qui a conduit à la première recommandation de ce rapport-là, c'était soit de créer une nouvelle loi sur la liberté académique ou un règlement. Le gouvernement a choisi d'y aller avec une loi, mais c'est certain que pour nous, c'est essentiel de respecter cette loi-là concernant la liberté académique. Le Québec est une des premières régions du monde à avoir légiféré en ce sens-là, et on en est très fiers. Donc, cette loi-là vient enraciner la liberté académique. C'est intriguant parce que, comme vous, j'ai constaté, puis comme les collègues aussi, j'ai constaté une inquiétude, là, une vraie une inquiétude manifestée publiquement. Puis là, vous me dites que, en fait, c'est déjà quelque chose qui est non seulement novateur au Québec, mais qui est enraciné dans une loi. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ça et sur la liberté académique en général? C'est certain que dans cette loi-là, on dit les chercheurs, les universitaires ou les chercheurs en niveau collégial peuvent travailler dans tous les secteurs. Ils ne devraient pas être brimés dans leur liberté de travailler sur un sujet plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est un acquis. Ce qu'on doit peut-être maintenant bonifier dans le projet de loi 44, je dirais, c'est de mettre ça encore plus clair.
Hein, je l'ai dit à quelques reprises, liberté académique, recherche libre, recherche fondamentale, c'est absolument essentiel. Protéger les budgets dans les 3 grands secteurs tout à fait essentiels, il faut peut-être que ça soit clarifié davantage dans le projet de loi. OK. Parce que j'essaye, je veux vraiment rassurer les gens, puis on dit souvent en politique, les faits sont têtus, hein, mais il n'y a jamais eu autant d'investissements justement en recherche libre et fondamentale. Mais en même temps, comme tous, j'ai constaté cette inquiétude-là. J'aimerais rassurer ces gens-là. Avez-vous, à part la suggestion que vous venez juste de nous donner, avez-vous autre chose? Je pense notamment sur votre recommandation de créer les sous-comités. Là. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Peut-être ça l'aiderait les collègues chercheurs à ne plus avoir cette inquiétude-là qui est manifeste. Je pense qu'il y a toujours beaucoup d'anxiété dans le milieu universitaire. Là. Ça fait partie de notre génétique, de notre ADN, je dirais. Et c'est correct, là. Je pense que c'est correct. Mais je pense qu'avec la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, où là, on doit, nous, c'est une loi qui s'applique à nous aussi, un tiers des membres du conseil d'administration peuvent être des membres dépendants, donc par exemple des membres qui reçoivent des financements de recherche des fonds de recherche du Québec, mais 2 tiers doivent être indépendants. Donc ça veut dire pour la majorité qui ne seront plus actifs, qui vont avoir peut-être une belle carrière, mais sont rendus maintenant à la retraite, c'est correct aussi, ils peuvent donner de bons conseils. Mais on a besoin, je pense, autour des tables, et on en a discuté beaucoup avec les directions scientifiques, d'être plus près de notre communauté de chercheurs. Donc, c'est pour ça qu'on propose la création de 3 comités conseils sectoriels qui seraient présidés par les directions scientifiques, chacune des directions scientifiques, avec les membres de ces comités-là choisis par les directions scientifiques. Donc, avoir des étudiants-chercheurs sur ces comités-là, des chercheurs en début de carrière, des chercheurs en mi-carrière, chercheurs peut-être un peu plus mérites, mais qui sont sur le terrain et qui voient les problématiques d'aujourd'hui, mais aussi les opportunités qu'on n'avait peut-être pas nécessairement vues ou que le conseil d'administration n'a peut-être pas nécessairement vues parce qu'il est moins près de la réalité de tous les jours de la recherche. Moi, je compte beaucoup sur ces comités conseils pour travailler avec le conseil d'administration unifié pour vraiment développer les prochains plans stratégiques ou le prochain plan stratégique du fonds de recherche. Essentiel, puis ces gens-là, j'espère, ou ils devraient certainement avoir des liens très proches, la communauté ici au Canada, mais à l'international. Donc, être très arrimé avec l'international et voir quels sont les défis de demain, quelles sont les opportunités de demain pour le Québec en recherche et innovation. Mais est-ce qu'il faut conclure par ce sous-comité-là que ces membres indépendants connaissent rien de la science? Ils connaissent pas nécessairement rien de la science, mais peut-être qu'ils sont des acteurs un peu moins actifs, étant donné qu'ils n'ont plus de financement de recherche, à tout le moins des fonds de recherche du Québec. Ils sont peut-être un petit peu déconnectés d'une certaine réalité. On peut penser, encore une fois, ici peut-être à l'intelligence artificielle. C'est un domaine qui se développe tellement rapidement qu'il faut être presque dedans, avoir les mains dedans pour savoir ce qui s'en vient dans le futur. Un membre de conseil d'administration qui, oui, sait un peu vaguement c'est quoi, peut-être qu'il va être moins à même de proposer les prochaines étapes de développement de programmes dans ce secteur-là. Et ça, les comités conseils scientifiques devraient être en mesure de le faire. Donc, je pourrais avoir un conseil d'administration qui, lui, est doté de 1 tiers personnes liées, 2 tiers personnes indépendantes, qui sont peut-être des académiciens, mais pas nécessairement très impliqués au quotidien. Puis, pour contrer ce bout-là de peut-être, vous suggérez un comité en dessous du conseil d'administration, justement pour venir appuyer ces réflexions-là du conseil d'administration. Oui, 3 comités sectoriels présidés par les directions scientifiques. Les directions scientifiques sont près du milieu aussi, sont très actifs dans leur communauté, donc peuvent vraiment là, coordonner les développements futurs dans leur secteur. Et bien sûr, chacun des secteurs inclut plusieurs domaines, plusieurs disciplines. Donc, il faut faire travailler tout ce beau monde-là ensemble. Là, et les directions scientifiques vont être à même
à même de faire ça. OK. Vous avez parlé que le projet de loi 44 pourrait être plus clair sur les nominations du PCA ou de la direction scientifique. Pouvez-vous m'éclaircir un peu sur qu'est-ce que vous voulez dire précisément, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus clair? Je pense que dans le projet de loi, on pourrait mentionner peut-être de façon un peu plus explicite que lors, par exemple, de la nomination du scientifique en chef. Le comité de sélection, si on veut, là, en bout de ligne, bien sûr, c'est le gouvernement qui décide, mais le comité de sélection qui va proposer, qui va recommander 2 ou 3 candidatures, devrait inclure en majorité des chercheurs, des chercheuses, des gens qui viennent du milieu académique. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir une personne qui vient plus du secteur privé, ou ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir une personne qui vient d'un ministère, ça c'est correct, ou de 2 ministères, mais être composé en majeure partie de chercheurs et de chercheuses. C'est vrai pour scientifique en chef, ça devrait être vrai aussi pour les autres nominations de haut niveau, comme les directions scientifiques et les membres de conseils d'administration. Puis là-dessus, votre souci premier, c'est de dire comment on fait pour s'assurer d'avoir quelqu'un qui est compétent dans ces postes-là. Ça va nous prendre un comité de pairs, disons-le comme ça, pour reconnaître l'expertise de cette personne-là qu'on veut nommer. C'est un peu ça votre... Et là, je ne veux pas trop en ajouter ici, mais certain aussi qu'on aurait... Peut-être qu'on pourrait être peut-être un peu inquiet, on le voit dans certaines mémoires. Est-ce qu'éventuellement, le gouvernement pourrait décider de parachuter quelqu'un qui n'est pas du secteur du tout et le mettre à la tête des fonds de recherche du Québec, par exemple? Okay. C'est pour éviter un peu... Il y a de l'inquiétude dans la communauté à ce sujet-là. OK. Ça, je suis content que vous le dites comme ça parce que je pense que le collègue Maurice Richard évoquait une inquiétude là, de ce genre de... Fait que vous dites, avec un comité de sélection de pairs, on pourrait éviter ça, puis s'assurer d'avoir les meilleures personnes, les plus compétentes aux postes importants des fonds de recherche. Pour faire des recommandations, c'est rare que c'est une seule personne qui est recommandée, mais les 2 ou 3 personnes recommandées pour occuper un poste de ce type-là devraient venir du milieu académique. OK. Intéressant. Combien de temps qui me resterait? 3 minutes 40 secondes. Je pense que mon collègue de Saint-Jérôme aurait une question. Alors, à vous, Madame la Présidente. Merci. Je vais céder la parole au collègue de Saint-Jérôme. Merci, Madame la Présidente. En fait, peut-être une question rapide. Alors, merci d'abord d'être là, mais vous avez parlé de la science en français. À quel point c'est commun, à l'heure actuelle, à travers l'ensemble, finalement, des disciplines que vous représentez, notamment les directions scientifiques, là, des 3 fonds actuels, finalement, à quel point c'est commun ou distinct, puis que ça peut, justement, se retrouver à avoir une certaine synergie regroupée. Oui, c'est la bonne question. Depuis maintenant 2 ans, avec les collègues, les appuis des collègues, les appuis du ministère de la langue française aussi, ministère de l'Enseignement supérieur, notre ministère, on a investi davantage tout ce qui est sciences en français, appui aux revues publiées en français, ici au Québec. Il y en a beaucoup dans le secteur des sciences sociales, des sciences humaines. L'équipe de Louise travaille beaucoup sur ça. Mais on doit aller plus loin que ça en termes de découvrabilité des contenus scientifiques en français. Et on travaille là-dessus, Chaire du Québec dans ce secteur-là. Aussi, éventuellement, créer de nouvelles revues dans le secteur de la santé, dans le secteur nature et technologie, et aussi intersectoriel, très multidisciplinaire en français. Donc, on a pris le bâton de pèlerin il y a quelques années dans ce secteur-là. Nos amis français disaient, bon, peut-être que vous perdez un peu notre temps. Je pense que ça commence à changer. Et avec maintenant les capacités de traduction simultanée avec l'intelligence artificielle, je pense de plus en plus, on va pouvoir publier dans notre langue, puis être traduit dans d'autres langues, et à l'inverse, aussi de traduire des articles de d'autres langues en français. Donc ça, on veut faire davantage de ce côté-là ici au Québec, pour le Québec, mais aussi à l'international, énormément d'intérêt en Afrique francophone. Puis l'interdisciplinarité, est-ce qu'on a à l'heure actuelle à soumettre à un fonds ou à 2 fonds? Ou est-ce que, dans le fond, on coche une case, c'est un peu le même formulaire? Un peu différent de ça, j'en ai pas parlé énormément, mais on a un axe grand défi de société où là, c'est des programmes un peu plus intersectoriels. C'est sûr qu'en bout de ligne, il y a toujours un fonds gestionnaire qu'on appelle dans notre jargon. D'être regroupé, ça pourrait simplifier tout ça. D'accord. Monsieur le ministre? Je pense que j'ai un collègue
au bout qui avait aussi une question, Madame la Présidente, pour votre information. Le député de Nicolet Bécancourt. Ah oui? Pour 1 minute 17, il reste du temps. Mais ça me fait plaisir. J'aimerais ça si vous étiez capable de nous faire une proportion des budgets, mettons, dans les pays occidentaux, là, de la proportion en recherche appliquée versus la recherche fondamentale, en comparaison au Québec, mettons. Oui, nous, ici au Québec, en recherche fondamentale, les 3 fonds de recherche, c'est environ 80 qui vont en recherche fondamentale, en recherche non dirigée. L'autre 20 inclut différents types de recherche. On en a beaucoup qui sont en partenariat avec différents ministères. Donc, ce qu'on appelle, dans le fond, c'est pas seulement Société Culture, mais les 3 fonds, les actions concertées. Donc, une question qu'un ministère se pose vient travailler avec nous. Donc, ça, pour nous, c'est une recherche qui est quand même dirigée. Puis, on a aussi des recherches, dans le cas, par exemple, des zones d'innovation, qui est aussi en partenariat public-privé. Mais ça demeure une proportion relativement petite, de 20 qui est à peu près la même depuis au moins une douzaine d'années. Donc, encore une fois, l'importance de la recherche fondamentale, la recherche non dirigée, très important pour développer les connaissances, pour être capable d'avoir de nouvelles façons de résoudre les problèmes de demain. Merci, c'est tout le temps que nous avions. Maintenant, je vais céder la parole au député de Marguerite-Bourgeoys pour une durée de 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci, vous tous d'être ici. Merci à vous de passer votre fin de matinée avec nous. J'essaie de me mettre un petit peu là, dans le raisonnement qui a guidé, on s'entend, c'est la gouvernance de société d'État qui a amené le projet de loi. Finalement, c'est la résultante de la pression de cette loi-là qui fait en sorte qu'on doit moderniser. Donc, j'assume que vous avez été, vous l'avez mentionné, consulté pour faire les ébauches de ce projet de loi-là. Donc, je me mets à votre place, je me dis, bon, OK, correct. Là, ils s'en viennent me voir, les gros talons, on va vouloir organiser la façon que je fais mes affaires de façon dans le quotidien. Donc, je vais me faire une liste de toutes les choses que j'aimerais vraiment avoir pour que ça fonctionne bien, selon moi, avec toutes les années d'expérience que j'ai dans le domaine. Donc, j'assume donc que la conversation a dû en arriver à presque tout ce que vous vouliez, sauf finalement les 5 recommandations ou 6 recommandations que vous avez. Est-ce que ces 6 recommandations-là avaient été préalablement donc discutées avant que le projet de loi se fasse avec les intervenants du gouvernement à l'époque? Pas. Dans certains cas, oui. Par exemple, c'est plutôt en lien avec le mandat du scientifique en chef. Donc des choses, des activités que j'ai depuis plusieurs années qui n'étaient pas mentionnées officiellement nulle part, là. Comme par exemple un contact avec le ministre ou le ministre et la ministre par la suite de l'enseignement supérieur. Il dit, bien, j'aimerais que tu présides un comité sur l'Université du futur. Un appel du côté de la sécurité publique. Qu'est-ce que tu penses des chiens dangereux? Peux-tu nous répondre d'ici demain matin? L'environnement, est-ce que tu peux nous aider à créer un groupe de travail sur la résilience au changement climatique? Pendant la pandémie, bien sûr, très, 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 très proche du bureau du premier ministre et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et on connaissait très, très peu sur ce virus-là. Donc, d'arriver, de conseiller les élus et aux fonctionnaires sur ça. Donc, je l'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup avec le ministère des Relations internationales, tout le lien international en termes de conseil et de diplomatie scientifique. Donc, de dire, on met ça sur papier, parce que c'était pas là vraiment avant. Ça, jusqu'à un certain point, peut légitimiser tout ça pour moi, mais aussi pour ce qui va se passer dans le futur. Du côté de création de comités conseils scientifiques, pas vraiment, parce que ça ne se posait pas vraiment comme question avec les conseils d'administration qu'on a présentement. Donc, la loi sur la gouvernance, avec dépendants et dépendants, nous a amené à réfléchir davantage de ce côté-là. Un autre élément que j'ai mentionné un peu dans mon intervention, les étudiants, la relève. Pour nous, c'est très, très, très important. Et on a travaillé fort. Là, il y a une bonne représentation des étudiants sur les conseils d'administration actuellement, sur les 3 CA, mais on garde un siège pour chacun des étudiants
sur un CA unifié, là. Donc, le rôle des étudiants, la réalité étudiante au jour le jour, d'en avoir une bonne présence au CA, très important. Et on a un autre comité qu'on appelle le comité intersectoriel étudiant. Donc, on travaille étroitement avec eux et différents regroupements étudiants au Québec là, pour dire, OK, comment bâtir le plus efficacement possible la relève de demain? Oui, en physique, oui, en sciences politiques, oui, en géographie, en philosophie, etc., mais aussi les jeunes qui veulent faire davantage des projets très multidisciplinaires, très intersectoriels, que ce soit un peu plus facile pour eux et pour elles. Je pense que dans le projet de loi, ça pourrait aider. Et ça avait été discuté à plusieurs reprises avec la communauté étudiante. Merci. On va parler un petit peu là, des comités là, de nomination, en fait, la composition là, de monde du domaine de la science, finalement. Là, okay. La sélection en tant que telle, je ne veux pas rentrer trop dans le détail en tant que tel, mais je sais que ça vient finalement du ministère. Mais j'assume que c'est de par suggestion de votre structure à vous là, qui vont faire, en fait, voici les CV des personnes qu'on considère qui pourraient être bons. C'est comme ça que ça fonctionne? Est-ce que c'est... Les directions scientifiques vont être très impliquées dans tout ça là, pour le choix des membres du comité conseil, consultation avec le réseau académique, le réseau universitaire, avoir une certaine complémentarité en termes d'université, pour pas que ce soit seulement, par exemple, je dis n'importe quoi, là, mais l'Université de Montréal, mais que ce soit réparti sur tout le territoire, très important. Pour ce qui est des nominations au conseil d'administration unifiées, là, en général, oui, on recueille des curriculum vitae, on regarde un peu ce qui est proposé, on fait une recommandation, en général, de 2 ou 3 candidats. Ça va au niveau du ministère et par la suite aux emplois supérieurs pour nomination. Et là aussi, bien sûr, on doit respecter les règles en termes de proportion hommes-femmes, en termes de groupe d'âge et tout ça. Mais ça fait longtemps que les fonds de recherche respectent ces règles-là. Brièvement, j'aimerais vous entendre de façon relative par rapport à d'autres législations qui existent alentour. Est-ce que on s'assure donc, de par cette approche-là, selon vous, d'avoir une représentation de vraiment l'ensemble de tous les points de vue potentiels scientifiques qu'il peut y avoir en agissant comme ça? Je pense si on y va avec entre 12 à 15 membres par comité, conseil, en plus du conseil d'administration, ça fait quand même un ensemble qui est assez large. Est-ce qu'on a toutes les disciplines autour des tables? Probablement pas. Mais on a quand même des représentations de chaque grand domaine et de chaque secteur. Donc, je serais assez confiant. Et ces gens-là peuvent toujours discuter avec d'autres collègues aussi là, pour compléter éventuellement les recommandations qui seraient faites au conseil d'administration unifié. C'est parce que j'ai beaucoup de questions. Je veux vraiment m'assurer d'essayer de les rentrer. Donc, la nomination, vous avez plusieurs années d'expérience. On vous aime bien, on connaît votre expérience. Il n'y a personne ici alentour qui a une critique à votre égard. Donc, c'est pas vraiment vous, en fait. La question n'est pas basée sur vous, mais elle est plutôt basée sur le siège. La nomination du scientifique en chef, on a vu des mémoires qui suggèrent que ce soit au Salon Bleu, à 2 tiers de l'Assemblée nationale, plusieurs autres façons. Pour l'avenir de la science au Québec, la nomination en tant que telle du scientifique en chef, selon vous, la meilleure façon, c'est quoi? Je pense qu'il est très important, comme j'ai mentionné, que le comité de sélection, éventuellement, ou de recommandation au gouvernement, inclut des membres de la communauté, des chercheurs, des académiciens de différentes disciplines très, très, très importants. Est-ce que ça devrait être à l'Assemblée nationale? Je me garde une petite réserve de ce côté-là. Ça a déjà été proposé dans d'autres pays dans le monde. Et en théorie, ça semble très, très, très bien. Mais en pratique, c'est comme s'il n'y avait presque plus personne qui est vraiment responsable de cette personne-là. Finalement, c'est tellement large que les gens ont de la difficulté à avoir l'écoute de l'Assemblée nationale parce qu'il y a trop d'autres problèmes, trop d'autres questions. Donc, d'être plus près d'un ministre ou d'un ministère, je pense que ça a un avantage à long terme. Et on a vu en termes de budget au cours des dernières années,
depuis qu'on est en poste, ça a permis d'augmenter les budgets, d'avoir davantage de concertation entre les secteurs, parce que je pouvais aller voir, puis c'est pas le ministre du jour, là, c'est les ministres au cours des années, toujours beaucoup plus d'accès, beaucoup plus facile à l'élu qui était responsable de la recherche et de la science au gouvernement. Et ça, je pense qu'il faut essayer de garder ça. Merci. J'ai encore, il me reste 3 minutes, à peu près 4 minutes. J'ai 3 autres questions que j'aimerais poser. J'aimerais en poser une à une de vous, mesdames, s'il y en a une qui peut se porter volontaire. Selon vous, la nouvelle perspective du projet de loi, le projet de loi 44 en tant que tel, est-ce que vous trouvez que de votre point de vue à vous, dans votre domaine spécifique, c'est quelque chose qui va faire améliorer la recherche dans votre domaine spécifique à vous? Faites les trois. C'est large comme question. C'est large comme question. Moi, je pense que ça va améliorer très certainement. Excusez-moi, on a déjà beaucoup de synergie, mais je pense que la proximité favorise toujours le dialogue et favorise la synergie. Je vais le prendre du point de vue de l'étudiant, puis je suis la représentante pour le secteur santé. Le secteur santé est un secteur extrêmement intersectoriel, en fait. Les solutions vont venir autant de l'intelligence artificielle qu'elles vont devenir des innovations organisationnelles. Et quand je suis un étudiant en intelligence artificielle qui veut développer sa recherche dans le domaine de la santé, j'applique où en ce moment? Comment est-ce que je fais ça? Je pense que la cohésion d'un fonds permet vraiment de lever cette ambiguïté-là et collectivement de lui trouver la bonne place pour le meilleur cheminement de carrière qu'il puisse avoir. Ce sera l'exemple que je donnerai. Merci. Je vais, en fait, prendre la balle au bon. On parlait de l'intelligence artificielle. Vous avez mentionné brièvement la formation des élus en intelligence artificielle dans votre mémoire. Comme on le sait, c'est quelque chose qui avance plus rapidement que nous. Donc, ma question, très simple, comme programme de formation des élus pour qu'on puisse être plus intelligent sur le sujet, là, j'ai remarqué que vous ne l'avez pas proposé de façon continue. Comme il existe dans plusieurs industries, que ce soit dans le domaine du courtage, par exemple. À chaque 6 mois, il y a des cours qui se donnent. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pourriez suggérer? Oui, très certainement. Moi, je pourrais travailler avec vous, là. Et là, on commencerait par peut-être 2 séances de formation, comme on a fait pour les changements climatiques. Mais comme vous le dites, ça évolue tellement rapidement qu'on pourrait en donner là, tous les 6 mois, à tous les ans, des mises à jour qu'on pourrait faire avec vous, très certainement. Parce que je pense qu'il y aurait énormément de valeur ajoutée pour tous nous autres. Je sais qu'il y en a qui sont pas mal plus intelligents que moi de l'autre côté, là, mais je veux quand même m'assurer qu'on puisse au moins être capable d'avoir cette capacité-là de mieux comprendre les changements, parce qu'ils sont importants pour l'ensemble de la société, mais surtout pour les prochaines générations. Pour moi, c'est ce qui compte. Tout à fait. Puis la dernière question que j'ai, si je peux, oui, j'ai le temps. Merci, Madame la Présidente. L'investissement en recherche et développement en fonction du produit intérieur brut. Vous aviez mentionné un objectif, je crois, de 3 à l'échelle du Québec dans son ensemble. On est à 2,16 Comment vous le quantifiez? Comment en arriver là? Puis, en fait, reddition de compte, là, dans le sens que comment peut-on mesurer si c'est un succès d'avoir investi cet argent de cette façon par rapport à d'autres? Vous avez malheureusement jusqu'à 35 secondes à répondre. On va y revenir. Non, mais très important, on pourra y revenir. Mauvaise gestion. Merci. Je cède maintenant la parole au député de Maurice Richard pour une durée de 4 minutes et 8 secondes. Magnifique. Merci beaucoup. J'ai lu avec attention vos recommandations. Merci d'être ici. Vous savez à quel point la recherche scientifique est importante pour Québec solidaire et pour moi personnellement. Première question, il y a dans le CA qui est prévu donc de 15 à 19 personnes, il y a seulement 3 chercheurs qui siégeraient dans le projet de loi, donc dans ce CA-là. Est-ce que vous pensez que c'est assez? C'est 3 par secteur. Donc, ça fait 9 chercheurs qui seraient sur le CA. Sur les 15?
sur lesquels 3 chercheurs par secteur, 1 étudiant par secteur, donc 12 personnes qui sont du milieu de la recherche actifs. Donc 3 sans les étudiants, ou avec les étudiants. 3 sans les étudiants. Dans votre recommandation numéro 1, vous dites qu'il faut consolider les acquis des fonds, incluant les budgets sectoriels. On sait que c'est une des grandes inquiétudes des universitaires. Donc vous, ce que vous proposez, c'est que ça soit tout simplement inscrit pour que dans l'avenir, on ne décide pas que, pour en prendre un au hasard, toutes les questions de sciences et nature, ou sciences qu'on appelle mal les sciences molles, prendraient le bord. Oui, d'avoir cette mention-là dans la loi, d'après ce qu'on me dit, pas nécessairement en termes de budget, en termes d'argent, mais en termes de préservation des budgets sectoriels. Et l'objectif qu'on a avec les collègues ici, avec les 3 directions scientifiques, ce n'est pas d'arriver et de dire on doit trouver une façon optimale de diviser le budget actuel, c'est de faire grandir le budget. C'est un peu là aussi les 3 % de PIB, là. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir davantage d'investissements en recherche au Québec, en recherche fondamentale, pour éventuellement développer le Québec de demain, là. Comme vous le savez, au début des années 2000, donc il y a une division de ces fonds-là. Ça a été applaudi à l'époque comme une avancée pour les différents secteurs, justement. Et puis en 2011, à l'époque de Charest, si je ne me trompe pas, il y avait eu une proposition de les diviser. Et à l'époque, plusieurs personnes, je pourrais citer des verbatim de l'époque, trouvaient que c'était une bien mauvaise idée d'avoir un seul conseil d'administration plutôt que 3, d'avoir une seule feuille de route plutôt que 3, étant donné qu'il y a la possibilité d'avoir une partie des sciences qui serait probablement plus assujettis au privé ou aux corporations qui prendraient le dessus. Qu'est-ce qui fait que c'était une bonne idée à l'époque, enfin une mauvaise idée à l'époque, et donc ça avait été abandonné, et que maintenant ça serait une très bonne idée? Une des grandes différences, on vient de parler des budgets, il n'y avait pas de protection de ce côté-là, et une des grandes différences en 2011, ces personnes-là n'étaient pas là. Donc les directions scientifiques disparaissaient par secteur et devenaient sous le chapeau, sous la direction du scientifique en chef. Donc là, on préserve ces 3 secteurs-là, ces 3 postes-là qui sont très, très, très importants. Et en plus de ça, on crée des comités scientifiques, des comités conseils. Donc, je pense que c'est la grande différence par rapport à ce moment-là. Mais on continuerait à avoir une seule planification stratégique pour le fonds. Oui, mais en protégeant les secteurs et en valorisant aussi les grands défis de société et la recherche intersectorielle. Il y a une expérience, c'est pas exactement pareil, mais une expérience en Angleterre qui a été faite, UKRI, qui finalement, eux, ont regroupé 9 secteurs ensemble il y a quelques années, et on voit en termes de financement, les financements ont été protégés par secteur. Je veux dire, augmentés dans tous les secteurs, mais ça a été protégé. Chaque enveloppe a grossi, là. Fait qu'ils n'ont pas dit on met ça de côté pour aller plus vers Merci, c'est tout le temps que nous avions. Donc, je vous remercie, chers invités, pour votre contribution aux travaux de la commission. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre au prochain groupe de prendre place. Merci.